Bonsoir à tous, l'After continue sur RMC, l'After continue sur Afterfoot TV jusqu'à minuit et demi, c'est comme ça tous les soirs de Coupe d'Europe sur RMC bien sûr, dans l'After Première Radio de France le soir avec Daniel Riello qui est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Qui dit Olympique de Marseille en Ligue des Champions dit casting Ligue des Champions et donc dit Eric Dimeco avec nous. Salut Eric. Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous. Enfin ils vont un résultat positif, on a cru que c'était le chat noir, enfin il sera bien. Tu as raison, il a eu l'Ajax. Après, l'Ajax, n'importe, tout le monde les bat. Oui, tout le monde le roule dessus. Oui, mais bon, c'est dit quand même. On avait besoin d'un Dimeco référence. C'est ça. Jean-Louis Tour également est là, il est au stade Vélodrome. Jean-Louis, bonsoir. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut Allez, Jean-Louis. Ah, mais il est revenu Jean-Louis. Jean-Louis, il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti. Et tous les jours à l'Athènes. Et voilà. L'OM bat Newcastle 2-1. On va évidemment en débattre longuement dans quelques instants. Je vous donne les autres résultats du soir qui seront analysés par les drôles de dames tout à l'heure. L'Ajax, vous avez raison, a encore perdu face à Benfica 2-0 à Amsterdam en plus. L'Union Saint-Gilloise, futur adversaire de l'OM, gagne à Galatasaray 1-0. La Juve gagne à Bodo Glimt 3-2. Dortmund bat Villarreal 3-0. Chelsea bat Barcelone 3-0. C'était le choc du soir. Leverkusen gagne à Manchester City 2-0. Naples bat Karabag 2-0. Slavia Prague Bilbao 0-0. Et puis il y avait un match de Ligue 2 en retard. Ce soir, Laval est allé gagner à Bastia 2-0. Le 32-16 est ouvert. Le numéro WhatsApp de l'After est ouvert. Est disponible pour vous. 0612 424 424 évidemment. On vous attend. L'ambiance au Vélodrome dans quelques secondes. Mais d'abord, les 3 points. C'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Mon premier point, c'est le résultat qu'on attendait. Mon deuxième point, c'est le match qu'on attendait, c'est-à-dire ce qu'il y a eu dedans, dans le contenu. Et mon troisième point, je vais le faire autour de la confiance et ce qui s'est passé notamment entre le début de match et même plus globalement la première période et la deuxième mi-temps. On développe souvent l'espèce de concept de match référence sans expliquer ce que finalement c'est. Et comme on m'a dit plusieurs fois cette année qu'il y avait eu des matchs références pour l'OM, non. Moi, je pense que c'est maintenant, que c'est ce soir. Eric. Écoute, merci Aubameyang, parce qu'en 5 minutes, il fait basculer le match. Ouais, je suis intéressé de débattre sur ce début de match de l'OM là, que j'ai trouvé timide et qui a failli les plomber. Sûrement un peu le traumatisme de cette Ligue des Champions, voire de ce qui s'est passé avant dans cette compétition. Eh ouais, c'est ce que j'appelle la confiance, Eric. T'as raison. C'est ça. Il faut parler de ça. Ouais, c'est clair. Et ensuite, écoute, j'ai été étonné du rythme mis par Newcastle en première mi-temps. Ils ont eu l'air de gérer, ce qui a tué un peu le rythme du match et peut-être même le rythme de l'OM d'ailleurs. Tiens. Jean-Louis, il y a encore du monde au stade là ? Ouais, il y a encore plein, du monde. Il y a encore les joueurs. Bon, ça s'est un petit peu vidé quand même, mais c'est vrai que là, il y a les 2 virages qui sont encore très bien remplis. Les joueurs sont allés saluer les 2 côtés. Là, ils sont en train de revenir au vestiaire, mais on sent qu'ils ont envie de profiter du moment aussi. Il y a un espèce de soulagement général parce que tout le monde se dit, je pense les joueurs aussi, et c'était le cas autour de nous, qu'après cette première période, t'es passé par tous les états. Et il y avait une espèce de sidération sur cette première période, puisque vous commenciez à en parler, où ça devait être quand même le match du rachat après l'Atalanta. Tu étais persuadé qu'ils allaient faire une grosse entame de match, et à l'arrivée, ils se sont fait secouer sur les premières minutes. C'était aussi un peu le match de la dernière chance, parce que si tu perdais ce soir, c'était mort. Et il fallait que tu te lances dans un exercice de communication compliqué. La Ligue des Champions, l'important, c'est d'y revenir. Et c'est pas de briller dès cette année, de la stabilité. Tout était déjà prêt de ce côté-là. Bah, ça pesait très très lourd en cas de défaite ce soir. Hein. Alors justement, le classement, parce que si ça aurait pu être mort ce soir, c'est loin d'être gagné quand même. Parce que l'OM t'étais à la cave, là, t'es quand même remonté au premier étage. Hein. Bah oui, mais l'OM a 6 points, on sait qu'il en faut 9-10, quoi, à minimum. Et alors, tu vas jouer. Oui, si, en justement. Tu as 2 fois à l'extérieur. Si le match chez des Belges contre qui tu gagnes jamais, et tu reçois Liverpool. Si le match de ce soir ne te donne pas confiance en ce que tu es capable de faire, et c'est ça dont Eric voulait parler, j'étais d'accord avec lui. Si au moment où la Ligue des Champions semblait bizarrement ou pas bizarrement, j'en sais rien, mais en tout cas semblait te brûler les pieds, comme on l'a vu au début de la rencontre. Si à la fin de ce match que tu as remporté de cette façon-là, tu ne te dis pas que tu peux aller gagner en Belgique et ne pas prendre 3 points il y a 3 matchs,
Il y a 3 matchs à jouer. Si tu prends pas 3 points sur ces matchs-là, l'Union Saint-Gilloise. bah ok, tu n'auras pas de regret. Tu dis la Ligue des Champions, c'est pas pour Tu moi. peux même dire 4, allez, pour assurer 4. Ouais, voilà, 4. Voilà. C'est pas pour moi. Si tu les prends pas, les points qui manquent là pour te qualifier pour le play-off, les regrets, t'as même pas à en avoir. Tu abandonnes les regrets, tu abandonnes tout en fait. Donc, vu ce que tu as fait là, si ça ne te donne pas confiance, bah, tant pis pour toi en fait, tant pis pour toi. Mais moi, je pense que ça va leur donner confiance. Et qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'un bon match dans le contenu, d'une fin de match avec la trouille, d'une fin de match où en gros il fallait balancer les ballons, où tu oublies un peu le contenu, les principes, ou à la bagarre. La bagarre, ça donne confiance, la bagarre. Bon, alors on a quand même vu deux OM, parce qu'entre la première et la deuxième mi-temps, Eric, c'était pas la même équipe. Bah oui, moi ce qui m'a étonné, c'est quand tu joues. Alors c'est pour ça qu'on est obligé de parler d'un éventuel traumatisme en début de match, et en plus avec ce but que tu prends rapidement, parce que normalement quand tu joues ta survie dans cette compétition, tu dois mettre beaucoup plus d'engagement, quoi. Et j'ai trouvé l'OM timide, voire même un peu peureux, gelé, et voilà. Ils avaient la trouille, ça se voyait. Et alors il y avait carrément pas de rythme au moment où il fallait emballer le match, quand tu étais devant le fait accompli presque d'une éventuelle défaite, avec le porteur du ballon qui a personne, pas de solution, personne qui bouge autour de lui, pas de pressing, et comme par hasard Aubameyang te débloque le match en deuxième mi-temps, et d'un coup on voit des courses, d'un coup on voit du pressing, et c'est pour ça que la tête ce soir sur cette première mi-temps, d'après moi, était plus préjudiciable que le reste, quoi, finalement, parce que il y avait des mauvais contrôles, des mauvais passes. J'ai vu Greenwood faire une transversale du droit en touche, derrière Pachao faire un contrôle le long de la ligne en touche, des trucs à ce niveau-là qui doivent pas se voir, quoi. Mais comme quoi la tête, quand tu joues à l'OM et au Stade Vélodrome, c'est compliqué. Ah non, mais t'as raison, ça peut paraître banal de le dire, mais évidemment que la tête commande tout. Et quand tu vois ce début de match, où quand même il faut le souligner, dans la compo, tu envoyais un message que tu ne voulais pas avoir peur, puisqu'on avait beaucoup parlé ces derniers jours d'un milieu de terrain plus renforcé, dans lequel Kondogbia aurait trouvé une place à côté d'Augsberg et Vermeuren, ce qui aurait donné, ma foi, un visage un peu plus défensif, avec la volonté d'avoir de la densité au milieu et de laisser parler les artistes, Greenwood, un petit exploit et tout. En faisant ce 4-2-3-1 et en lançant un gamin que tu mets dans une position de meneur de jeu, c'est hyper gonflé, c'est hyper audacieux, le message il est plutôt positif. Mais ça se voit pas, parce que en dehors de lui, justement, ce qui est complètement dingo d'ailleurs, et très paradoxal, en dehors du gamin qui avait pas l'air trop, lui, d'avoir peur et qui se montrait et qui osait des choses, les autres, c'était les pieds gelés, c'était la trouille, c'était en dedans, c'était on regarde Newcastle, c'était on prend un but avec l'allure comme ça, que ça va donner un match catastrophe et qu'il faut déjà penser à la suite, aux excuses, à l'Atalanta, tu penses à toutes les catastrophes des saisons un peu drama de l'OM en Coupe d'Europe, là, quand ils n'avaient pas gagné un match, tout ça, tous les vieux démons. Franchement, sur la première période, Eric, ta tête, t'as dû penser à tout ça. On a tous pensé à tout ça, on s'est tous dit... Eh bien, s'ils ont réussi à inverser la tendance et dans la foulée, puisqu'on dit que la tête commande tout, là où les passes n'arrivaient plus, les passes sont arrivées. Là où l'impact n'y était pas, l'impact est arrivé. Là où le jeu, le contenu qui est probablement travaillé, même pas probablement, qui est assurément travaillé à l'entraînement, le jeu de Zerbi est travaillé, d'un coup on s'est mis à voir des bonnes transmissions, des bonnes passes, des gens qui s'engagent. Balerdi a raté le début de match, il est devenu bon. Aubameyang était timide et un peu terne en première période. Le plus impressionnant, c'est Aubameyang, Daniel, quand tu vois les occasions qui ratent en première mi-temps. Alors tu peux les rater, mais c'est qu'en plus tu sens que même lui, quand il fait ses gestes offensifs sur des occasions de but, il les fait pas complètement. Il est un peu en dedans. T'as lui, en gros en première période, t'as le petit Bacola, Vermeuren qui surnage et Ouéa qui est en train de s'installer, et c'est bien parce que cet été on nous l'avait vendu comme une recrue pour jouer arrière droit, plus dans un couloir, il est en train de devenir un arrière droit normal, classique, dans une défense à 4. Et lui aussi, il a été bon tout le match. Franchement, cet été, moi je doutais beaucoup de lui parce que finalement... Mais il est souvent bon quand il est sur le terrain. Et franchement, il est excellent, il me plaît beaucoup. Tous les autres étaient en dedans. Et d'un coup, deuxième mi-temps,
Parce que le but est venu, parce qu'ils ont fait une énorme boulette dont tu as pu profiter. D'un coup, ils se sont débloqués mentalement. C'est la confiance qui manque à cette équipe. Elle ne croit pas assez en ce qu'elle est capable de faire. Je pense que ce match peut-être les débloquer, qu'on arrêtera d'entendre des discours un peu mitigés, la Coupe d'Europe, l'important c'est d'être là, le machin, ci, cela. Allez, vous avez fait un recrutement pour jouer les deux compétitions. Personne ne va vous demander d'aller la gagner, la compétition. Personne ne va vous demander d'aller faire top 8 ou je ne sais quoi. Mais au minimum, le play-off, il faut le faire maintenant. Maintenant, il faut y aller. Jean-Louis. Faut enchaîner. Il y a Toulouse. Tu sais qu'ils ont une énorme fin de 2025. Hein. Ils jouent Lille, ils jouent Monaco. Ils ont des choses pour triper, kiffer un peu les Marseillais. Jean-Louis, sur les différences entre les deux mi-temps là. Ouais, moi honnêtement, là où j'insiste aussi sur la force mentale, et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, c'est que ils n'ont pas eu le doute dans leur tête. Or, le doute, on va pas se mentir, tout le monde l'avait en première mi-temps, de se dire, ils ont peut-être pas le niveau en fait. Ils ont peut-être pas le niveau Ligue des Surtout Champions. quand tu prends le but. Quand ça se multiplie à chaque mais je fois. pense qu'ils ont eux aussi le doute. C'est ce que je dis, Eric. Voilà. C'est ce que je dis. Mais la force mentale, et c'est Aubameyang le meilleur symbole. Il a 3 à 4 occasions en première période, et quand même, il doute pas, il continue ses courses, et il va marquer ce doublé derrière. Je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui auraient coulé derrière cette première période compliquée, et c'est lui qui les sort du trou à ce moment-là. Je ne sais pas à quel point c'est De Zerbi qui est responsable de cette force mentale, de cette force de caractère, parce que parfois on exagère un peu sur les influences des entraîneurs sur les groupes, etc. Mais je pense quand même que c'est le premier truc à mettre en avant. Parfois c'est une action, Jean-Louis aussi. Parfois c'est une action. Aussi, Ce qui se passe avec le gardien qui va à la pêche et la façon dont Aubameyang, qui est quand même, et attention, c'est un grand but qu'il met, parce que il faut le mettre. Le deuxième. Parce que deuxième, l'ouverture de Bacola, elle est gonflée, mais la conclusion d'Aubameyang, elle est très compliquée. Surtout du pied droit, là où il est. Là. Et le fait que lui réussisse ce geste-là, c'est ça qui remet. Des fois, on dit l'entraîneur, machin, mais l'équipe peut se prendre en main aussi. Et un joueur avec autant d'expérience te montre la voie. Exactement, parce que là, tu tournes comme tu veux sur ce début de deuxième mi-temps. Je sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires et on peut tout imaginer, on peut tout inventer même. Sauf que les deux buts qu'il va te mettre là, c'est d'abord la preuve d'un grand attaquant qui a un gros mental malgré ce qu'il a fait en première mi-temps. Et c'est pas un truc que tu dis à la mi-temps, tu dis bon allez, on va aller mettre un centre avec Aubameyang qui va venir couper au premier poteau et mettre un pointu juste devant le gardien. Et ce but extraordinaire du coin là-bas, sans gardien dans le but, mais avec un but qui est devenu tout petit. Non. Moi je disais juste, est-ce que mentalement il les a pas quand même travaillé à la mi-temps pour qu'ils restent sûrs de leur qualité? Voilà, c'était ça. Moi je pense que et on l'a vu, dès que ils ont pris le dessus, comme par hasard, ils sont retournés au pressing devant. C'est-à-dire que la force collective vient des fois d'un moment du match que tu n'attendais pas. Un but, un tacle, des fois c'est un arrêt de gardien, des fois c'est des trucs comme ça qui te relancent dans un match. Et tu peux même pas l'expliquer. Et à l'arrivée en deuxième mi-temps, tu te rends compte que en première mi-temps on a dit ils sont pas invités. En deuxième mi-temps, tu dis tout est possible maintenant. Dans un instant, Farid avec nous au 32-16. Il y a une équipe qui est devenue championne d'Europe en basculant un match où elle était menée 2-0. Oui, il y a deux. Là, c'est pas pareil parce que là, c'est il y a 2 minutes, tu as dit, on leur demande pas de gagner. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai dit que parfois dans un match, il peut y avoir des moments et des événements qui font que après, dans le cas du PSG, c'est complètement différent parce que c'est un génie interplanétaire qui avait tout prévu. Mais pour l'OM, c'est un peu plus la confiance qui est revenue sur une action. Donc Farid au 32-16. Un peu différent, Eric. Voilà. Farid au 32-16 dans. Vous aurez un génie interplanétaire, vous comprendrez. Il est 23h19, l'after jusqu'à minuit et demi après la belle victoire de l'OM face à Newcastle. Eric Dimeco est là, Daniel Riolo est là, Jean-Louis Tour est toujours au stade, au Vélodrome. Et Farid nous rejoint au 32-16. Salut Farid. Bonsoir. Bonsoir les gars. Supporter de Salut l'OM. Farid. Salut Eric. C'est une belle soirée. Il y avait longtemps que tu n'avais pas vécu une soirée pareille. Hein, c'est évident, Daniel. Ça, c'est les affiches de légende. De légende, on va pas. C'est une belle affiche déjà. On a quoi laisse un peu la légende. En Coupe d'Europe, sur les 30 dernières années, on a OM Milan, OM Benfica, OM Newcastle. Ça vaut pas le OM Newcastle il y a 20 ans déjà. OM Newcastle, c'est le grand demi-finale. On a retrouvé Didier Aubameyang ce soir.
Voilà, exactement. Didier Aubameyang. Le but de Drogba était plus impressionnant, si je peux me permettre. Il est beau celui-là. Vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Hein. Le but de Drogba avec le dribble derrière le pied. Non, là. mais celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Ouais, il avait inventé quasiment un geste ce soir-là, mais ce soir, oui. l'efficacité de Pierre-Eric d'Aubame, quoi, elle est. On va l'écouter, après on continue le débat. Farid, Aubameyang, c'était sur Canal il y a quelques instants. C'est la force d'équipe. Et voilà, c'est le mix de la jeunesse et des anciens, c'est ça. Non, super content. Par contre, il faudra lui poser la question, c'est quoi son surnom? Parce que j'ai dit qu'il allait faire une passe D, mais maintenant vous allez lui poser la question. Mesut Ozil. Hier, avant l'entraînement, il m'a surnommé comme ça. Maintenant, j'ai pris et ça a fait mouche. Hein. On est content maintenant. Voilà, donc c'était avec le Bacola, évidemment, vous avez compris. Alors, j'ai trouvé le jeune. Entre les deux. Toi, tu préfères Bacola à Barcola, donc. Ouais, écoute, non. Oui, on espère que celui-là deviendra aussi bon que l'autre quand même. Hein. Écoute, pour nous, ce serait bien. J'ai trouvé, en tout cas, pour sa première en tant que titulaire, assez gonflé, audacieux, dans une position qui est quand même très difficile, celle du faiseur de jeu, parce que la position qu'il avait ce soir, c'était vraiment celle d'un meneur de jeu. Ouais. Dans la première période où tout le monde est passé à côté, lui, le gamin, il a osé des trucs, il s'est pas planqué. Alors il a raté, mais il a aussi fait. Et c'est difficile de toute façon, même sur cette première période, de lui reprocher à lui des choses, alors que les cadres sont beaucoup passés à côté dans cette période de jeu-là. Donc pas mal. Et puis sur la deuxième mi-temps, oui, alors cette passe, elle est très bien cette passe, mais je déteste, pour moi c'est pas une passe décisive. Je déteste qu'on dise ça. C'est le gardien qui est décisif. Je sais pas qui. Pierre-Emerick. Si, Aubameyang vient de le dire. Là. Oui, ouais. C'est une belle passe qui amène le but, mais c'est pas une passe décisive. La passe, elle est fantastique et son match, je le mets en avant, mais c'est pas ça une passe décisive. Aubameyang, ce but, il se l'est construit et il est fantastique. Mais bon, peu importe, c'est un détail. Vu la joie ce soir au Vélodrome, on va pas s'embrouiller pour ça. Mais vraiment, ouais, ce gamin. Je m'attendais pas à ce qu'il ose comme ça. Il est technique, il y va, il ose des choses. Vraiment, c'est bien. Je suis assez content d'avoir vu ça. Il a rien à reprocher à la concurrence, à son poste. Hein, quand tu vois O'Reilly, Bacola, ça. Pardon, Farid. Vas-y, tu peux enchaîner. Il a rien à reprocher à la concurrence, à son poste. Entre Bacola et O'Reilly, il n'y a pas non plus. D'ailleurs, De Zerbi l'a mis lui sur la pelouse ce soir. Donc c'est qu'il a la confiance du coach pour même sur une telle affiche. Ensuite, ensuite c'est vrai moi, que juste comme Bacola, Daniel, oui. Ouais. Comme je juste dire quand même que moi j'ai été très inquiet. Bon, vas-y. C'était trop lourd pour ses épaules. Et un peu trop esselé pour porter le jeu, surtout en période de 0-1. C'est vrai que bon, après il y a eu le réajustement tactique de De Zerbi. Ou en deuxième mi-temps, bon ça c'est une petite analyse tactique, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on a démarré la deuxième mi-temps jusqu'à la sortie justement de Bacola, où on est passé d'un 4-2-3-1 à un 4-1-4-1. C'est-à-dire que De Zerbi a demandé à Hochberg de se mettre sur la même ligne que Bacola, que Greenwood et Paxao pour avoir un premier rideau vachement plus dense. Car en première mi-temps, Newcastle relançait jeu au sol, propre, sans aucune difficulté. Et souvent, ils finissaient dans notre surface. En deuxième mi-temps, on a démarré en 4-1-4-1 où c'est Vermanen qui est passé point de basse. Et Hochberg, lui, il était censé intégrer le premier rideau et dynamiser ce premier rideau. Il était temps qu'ils aillent un petit peu plus haut. Exactement, il était temps qu'ils aillent plus haut pour les harceler. Alors après qu'il ait demandé à Hochberg de jouer un petit peu plus haut, oui, en plus sur la première période, je l'ai pas trouvé dingue. Au contraire de Vermaelen qui lui a été bon tout le match. Il est vraiment. Non, mais lui, en tout cas, il a gagné vraiment sa place de titulaire. Oui, lui au milieu de terrain. Ça fait plusieurs semaines qu'on le pense, mais là ce soir, il a enfoncé le truc. Mais d'ailleurs, Daniel, on était étonné sur ces dernières semaines de ne pas le voir sur le terrain, parce que chaque fois qu'il a joué, chaque fois il est bon, voire très bon. Et moi, je pense qu'au milieu de terrain, là aujourd'hui, avec les milieux que tu as, c'est le premier que tu mets pour le moment. Maintenant, et après, tu construis autour de lui en fonction de l'adversaire, en fonction de là où tu joues, et en fonction de ce que tu veux faire. Mais lui, tu es obligé de le mettre, ça c'est sûr. Oui, mais ce qui manquait, je trouve, toujours à l'OM, même si il a comment il s'appelle notre auditeur ? Farid. Il a raison de souligner l'ajustement, mais ça comblera pas ce que j'estime être un petit peu un vide dans l'effectif, dans le jeu de l'OM, c'est que il lui manque un joueur. Alors O'Reilly l'a un petit peu fait depuis le début de la saison, mais le gars qui joue plus haut et qui est capable d'être un peu le gars technique qui va faire la passe pour les gars de
devant. Il y a beaucoup de milieux défensifs. Tu parles de Rabiot là? Non. Il y a beaucoup de milieux défensifs dans cette équipe, mais il n'y a pas réellement de 8-10. Ça aurait pu être Angel Gomez, qui est décevant. Normalement, c'est oui, mais ils le mettent plus bas sur le terrain. Angel Gomez, il est plus relayeur que 8-10. Il est plus 8. Mais tu vois, le gars. Non, il le met pas plus bas. À Nice, il joue en position justement. Oui, haute, mais en début de saison, il avait mis en bas. Et c'était même étonnant. Et en effet, que ce joueur derrière les attaquants, il va falloir le trouver parce que malgré tout, tu te rends compte que quand tu l'as, ce joueur-là, et on ne sait pas si ce sera Bacola, si ce sera un autre. Mais en tout cas, ce joueur, il est hyper important. Donc si ça doit être Bacola, ok, on surtout que personne ne s'impose, donc pourquoi pas. Et alors, ce serait pas le premier. Hein. Non, bien sûr, mais bon, après tout, l'important c'est qu'ils en aient un. Mais je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu à l'OM. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu le fait effectivement de mettre le bloc un petit peu plus haut et d'aller harceler la relance de Newcastle. Ouais, ça c'était important aussi. Jean-Louis. Moi, je veux juste tempérer un tout petit peu les ardeurs sur Bacola. En première mi-temps, il a eu du mal quand même au début. Ça a été mieux au fur et à mesure du match. Et c'est normal, hein, c'est aucun reproche pour lui. Il a 17 ans, etc. Tout ça est tout à fait normal. Mais de là à l'installer comme titulaire dans cette équipe, je pense quand même qu'il y a une petite marge et qu'il faut attendre un petit peu. C'est prometteur. Bravo pour ce qu'il a fait ce soir. Non, mais Farid, c'est pour ça. Il propose quelque chose qui est intéressant et qui, dans le jeu de l'OM, pour l'instant, n'existait pas trop. Moi, je ne dis pas qu'il faut en faire un titulaire. Et je voudrais revenir sur Aubameyang aussi. Sur les gamins, je ne vais pas le faire ce soir. Vas-y, Aubameyang, vas-y. Non, juste Aubameyang. Moi, je faisais partie des sceptiques quand même cet été sur le. On m'entend plus ? Si, mais en fait, on fait des réglages dans le studio pour qu'il n'y ait pas d'écho dans vos casques. D'accord. Donc, mets ton casque, Daniel, tu entendras Jean-Louis parfaitement bien. Non, ce que je voulais dire, c'est moi je faisais partie des sceptiques sur Aubameyang cet été. J'étais pas convaincu de ce choix parce qu'il avait pris 2 ans de plus par rapport à son premier passage à Marseille, parce que j'avais un doute sur le profil, la complémentarité, Gouiri, etc. Bah là, faut quand même reconnaître que c'est une réussite parce qu'en plus de ce qu'il a fait sur le terrain, on en a parlé, la force mentale, le caractère, il a un rôle dans le vestiaire qui est très important. Là, on a entendu la scène donc avec Bacola, bien sûr. Il y a aussi à Nice où j'étais vendredi. Et il a expliqué son rapport avec Paixão, à quel point il lui avait expliqué des choses après l'occasion ratée où Paixão l'oublie. Tout ça avec un sourire, tout ça avec un rôle de grand frère. Donc l'apport dans le vestiaire, il est top. Et si en plus et sur le terrain aussi, les buts, c'est un recrutement. Mais tout bon, reconnaissons quand même qu'on attendait une vraie réponse parce que être bon dans le vestiaire, tout ça, ça compte. Mais sur le terrain depuis le début de la saison, il m'avait jamais transcendé, je l'ai répété à très nombreuses reprises dans l'after. Là, ce soir, mais rappelle-toi, Daniel. Là, ce soir, à Nice aussi, je l'ai trouvé très bien. À Nice, tu l'as dit toi-même. Pour s'associer aux autres et tout. Oui, mais quand même. C'est pas le gros match référence. Mais Daniel, c'est un match de Ligue 1. Là, dans un match de Ligue des Champions à domicile, ce gars-là, il vient, il te donne la réponse, il te dit bon ben voilà, je suis encore capable de faire ça. J'ai dit merci monsieur. Mais Jean-Louis, Daniel, rappelez-vous, il y a 2 ans, il est critiqué en début de saison et c'est au mois de novembre par la Coupe d'Europe qui se relance parce qu'il a des stats en Coupe d'Europe où il met des buts, oui. Alors que en championnat il y a beaucoup de avant que ça mais bien sûr, exactement. Et donc c'est un garçon malgré tout, tu peux dire ce que tu veux, chaque fois qu'il y a des gros matchs ou quand l'OM a besoin, c'était le cas il y a 2 ans quand il se lance vraiment dans la saison et c'est le cas encore là aujourd'hui, il est là, il tire les autres vers le haut sur ce genre de match là. Voilà pour Aubameyang. Je remercie Farid au 32-16. Bon, on peut considérer que c'est l'homme du match, Aubameyang. Voilà. Ça va être dur d'en trouver un autre. Je pense que c'est incontestable. On va continuer l'évaluation dans quelques instants. On attend De Zerbi et sa conférence de presse dans quelques minutes également. Julien Laurence était au stade. Il pourra nous dire ce qu'il a pensé de Newcastle là, également ce soir. Bob, il va pas dire qu'il a pas aimé le match, tout comme à Nice. Si, il va dire qu'il est pas content, je pense. Non, je suis sûr que non. Parce que ce soir, il y a eu un vrai caractère. Il y a eu beaucoup de caractère ce soir. Vous remarquerez qu'à Marseille, à l'image de Farid ou de Roland Courbis, on ne dit pas Newcastle, mais Newcastle. Eh ben oui, comment tu dis toi? C'est pas Newcastle? Non, c'est pas Newcastle, c'est Newcastle. Ah bon? Ah merde. On nous l'avait pas dit. Ce soir, il y a eu beaucoup plus de caractère que dans le match de Nice. Il est 23h33, Eric Dimeco, Daniel Riello et Jean-Louis Tour sont là. On analyse le match de l'OM ensemble, bien sûr, avant les drôles de l'âme qui reviendront sur tous les matchs du soir, notamment la victoire éclatante de Chelsea face à Barcelone 3-0 en Ligue des Champions. Alors, on était sur l'évaluation, restons-y. Alors, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait un mauvais match à Marseille ce soir. Je pense que
On est plutôt sur des degrés de bon match, en quelque sorte. Il y a quand même un cas particulier que j'aimerais que l'on analyse, c'est le match de Greenwood. Eric, qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, il nous a fait du Greenwood. Il faut pas oublier qu'en première mi-temps, même dans la période difficile, les occasions d'Aubameyang, c'est lui qui les donne, hein, je crois. Une grande. Oui, c'est ça. Il peut avoir 2-3 passes décisives s'il est un peu plus habile. Voilà. Donc, et pourtant, c'est vrai qu'il a beaucoup de déchets sur la première mi-temps. Après, quand l'OM va un peu plus vers l'avant et que l'OM met un peu plus de rythme, là, il peut être percutant, mais c'est pas son meilleur match depuis le début de la saison. Hein. Sur ces matchs-là, il doit pouvoir faire la décision lui. Bon, là, c'est pas lui, c'est Aubameyang, mais écoute, c'est le Aubameyang qu'on connaît finalement, qui est capable de faire des trucs. Le Greenwood qu'on connaît. Bon match. Oui, à l'arrivée, oui, puisqu'il délivre quelques bons ballons, mais il a tellement de possibilités. Des fois, tu te dis, sur des matchs comme ça, tu te dis, c'est lui qui doit le tuer le match peut-être. Voilà. Moi, je trouve quand même qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher quand même. C'est-à-dire que c'est pas exceptionnel, comme on peut attendre de Greenwood, hein, je suis d'accord avec toi, mais à l'arrivée, il y a quand même ces passes qui peuvent être décisives s'il y a un peu plus de réussite devant. Après, il n'est pas responsable de ce que fait l'attaquant de sa passe. Et il y a le boulot défensif. Quand même, il faut insister là-dessus, on le fait à chaque fois par rapport à la saison dernière, mais je l'ai vu faire des retours, des pressings, qui fait que son match, même s'il n'est pas décisif par un but, et réussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas flamboyant, mais on peut pas lui reprocher ce match. Il y en a un qu'on a moins vu par rapport aux autres matchs de Ligue des Champions où c'était un peu l'homme de la Ligue des Champions. C'est Pachao. Ouais. Paixao, comme dirait Paganelli. Non, moins bien. Oui, t'as raison. Il se met moins en évidence que sur les matchs précédents, mais là aussi, du stade, j'ai vu le boulot défensif qu'il fait souvent. C'est un match au niveau du volume, c'est un match Ligue des Champions quand même, hein, dans les courses. Alors après, c'est vrai qu'il est pas flamboyant balle au pied et on doit attendre mieux, mais on peut pas le mettre en dessous non plus, tu vois. Bon. Vermeuren, Taulier, vous l'avez dit déjà tout à l'heure. Hochberg, pas mal. Hochberg, il en sauve une énorme en début de match aussi, hein, qu'on n'a pas oublié. Ouais, mais il perd dans la ligne là. Ouais. Ouais, mais il perd des ballons là en première mi-temps là. Lui quand même c'est le mec qui a le plus d'expérience du vestiaire à ce niveau-là, je parle. Hein. C'est-à-dire des années en première ligue, international danois, des matchs en Ligue des Champions et en première mi-temps quand l'OM est en difficulté. Vous vous souvenez des ballons qu'il a perdus d'ailleurs, je me demande si sur le but, c'est pas sur le but, mais il perd 2 ou 3 ballons dans des points chauds qui font peur. Tu sais, si tu vas par là, Pavard aussi sur le but, il est pas loin, il est un peu léger, mais je vois ce que tu veux dire sur Hochberg cette année. On oscille beaucoup. Il y a parfois, tu as envie d'en dire du bien, parfois, tu as envie de te dire merde, qu'est-ce qui se passe, il est cuit. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de va-et-vient sur son niveau. J'avoue que j'ai du mal à me prononcer complètement sur ce qu'il produit cette année, Hochberg. Des fois, j'ai envie de me taire et de dire regarde, là, il te répond, il est bien. Et parfois, tu dis oulala, il est à la ramasse. Je trouve je suis d'accord. Dans le même match, il est capable du bien et du pas bien. Je suis d'accord. Et ce qui est paradoxal avec lui, c'est que je trouve qu'il finit fort. En fait, il finit mieux. Alors que normalement, à 32 ans, tu peux te dire, bon, voilà. Et les fins de match, il est quand même là. Hein. Il se cache pas. C'est lui qui a pris certains ballons. Il joue son rôle de leader, mais un peu plus sur la fin de match qu'en première mi-temps. Oui, je suis d'accord. Et par contre, le vrai taulier, c'est Balerdi. Hein. J'espère qu'on va en parler. Bah oui, on va en parler. Lui, pareil, excuse-moi, le vrai taulier, c'est Balerdi. Le début de match, il est cata. Quand il fait ce tacle et qu'il prend un carton, on n'est même pas à la 5e minute. Tu dis, merde, il va encore prendre un rouge. Ou merde, il va encore être en dedans. Il ne pourra plus intervenir parce qu'il a. Franchement, son tacle, c'est un tacle de mec qui n'est pas en confiance, qui ne maîtrise rien du tout. Non, même sur quelques relances en début de match, quand ils sont en difficulté. Mais puisque tu parles du capitaine et tout ça et du taulier, non, faire plein de bonnes interventions. C'est pas celui d'un taulier, c'est quelqu'un, encore une fois, qui ne maîtrise rien. Et surtout pas ses nerfs. Mais après, je suis d'accord avec toi, il enfile le costume du taulier. Ça, oui, c'est vrai. Vas-y Jean-Louis, pour la défense de Balerdi. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord que ce geste-là, il a aucun sens. Et tu te dis sur le coup, mais pourquoi il va faire ça à ce moment-là du match, à cet endroit-là du terrain c'est bien la preuve qu'il met à ce moment-là, il maîtrise rien du tout.
mais pour le reste, j'arrive pas à ce que ça occulte le nombre de ballons qu'il récupère au moment où tout le monde se cache un peu et tout le monde a la tête dans les chaussettes. Lui, il va quand même à chaque fois au duel. C'est un contre un, il les gagne quand même la plupart du temps. Non, mais c'est surtout en dehors de cette action. Donc, c'est comment surtout on le juge ? C'est surtout que dans l'axe où normalement lui il est en concurrence alors que Pavard doit être le taulier, c'est Pavard qui te fait peur finalement ce soir plus que Balerdi. Et en tout cas Balerdi après un début de match un peu compliqué parce qu'il y a cette intervention, mais il y a aussi quelques relances qui sont on sent qu'il est touché, tu vois, derrière pendant un petit moment. Mais il a le mérite de justement de revenir et de couper beaucoup de contre des Anglais. Donc ça, tu es obligé de le mettre à son crédit. Et ce soir, moi, c'est pas lui qui m'inquiétait derrière. Hein. Toi, c'est quoi? C'est Pavard? Bah, Pavard, il est. Tu sens qu'il est. En tout cas, moi, il est pas serein, quoi. Je me dis pas, tiens, avec Pavard, on est tranquille derrière. Oui, mais voilà, pareil, c'est pas Aguerd, quoi. Lui, on est d'accord que de la même façon, plus le match a avancé, meilleur il a été. Lui aussi, il a été bon. Lui aussi, il fait un gros match, Pavard, finalement. De toute façon, j'ai du mal dans un match comme ça. Mais Pavard comme Balerdi, ils sont mieux quand ils sont en bloc bas et qu'ils ont tout le monde qui travaille devant et qui a des centres à repousser. Mais quand ils ont les 50 mètres derrière à couvrir, là, ils sont en difficulté. C'est pour ça qu'on les a trouvés mieux en deuxième mi-temps. Sur WhatsApp, non, même sur la période où tu presses, où tu joues, ils sont bons. Sur WhatsApp, même à ce moment-là, ils sont bons. Énorme Vermeulen vu du stade et Xavier nous dit il faut Vermeulen, c'est Vermeulen. Oui, c'est Vermeulen, oui. Ah, chaque fois, c'est pas Vermiren même, il n'y a pas de E là qui traîne quelque part. Il y a deux, oui, il y a deux. À quel moment c'est après le M? Si on l'appelle Pedretti, ça passe? Non. Non. C'est vrai que c'est mieux. Attends, franchement, c'est pas un nom compliqué. On va pas s'embrouiller sur son nom. Ça m'a pas l'air. Voilà, c'est ça, c'est Vermiren. Et Xavier dit Pachao, très insuffisant ce soir, beaucoup de déchets, manque de précision, ballon perdu. Donc. Non, mais le problème de Pachao, c'est que il va falloir que dans ces matchs-là, c'est-à-dire, c'est des matchs de Ligue des Champions, parce que il a flambé contre l'Ajax. Bon, l'Ajax, on se rend compte aujourd'hui, mais on n'avait pas ce recul-là. Ouais, que tout le monde s'est su les pieds dessus. Donc voilà, donc il a fait ce qu'il fallait. Ça lui a permis de lancer sa saison. Après, il y a un cran, je pense, qui va sûrement passer, qui peut passer. Je le connais pas encore assez, et puis on va le voir évoluer justement. Mais pour le moment, on a l'impression que quand c'est un peu plus fort en face, et là c'est pas une grande d'Europe en face, hein, que c'est un peu plus difficile pour lui, tu vois. Voilà, il va falloir qu'il progresse à ce niveau-là. Et peut-être que c'est à force de jouer, il vient à peine d'arriver. Voilà, il faut lui laisser du temps. Hein. Roberto De Zerbi s'installe. Est-ce que Daniel, tu vas pouvoir nous faire une trad en direct? Traduit vraiment pas comme vendredi quand même, Daniel. Ah, je crois que c'est traduit en même temps, donc il n'y a pas besoin. D'une maladie, ça sera moins bien quand même. Un des amis de mes collègues et moi, donc je dédie cette victoire à sa famille. Parce que j'ai une photo avec lui portant le maillot de l'OM. Et aujourd'hui, il m'a porté chance. Voilà, bon, on est avec De Zerbi en direct. Et là, il est rendu hommage. Bonsoir, coach. Je voudrais surtout vous entendre sur la prestation de vos joueurs, sur la qualité du match que votre équipe a fourni. Qu'est-ce qui vous a plu au-delà de la victoire ce soir face à Newcastle? Alors, à part les 10 premières minutes, on est un petit peu perdu. Un peu dans les nuages. Après, on a fait un gros match. On a bien joué, selon moi. Pas très bien, mais on a créé beaucoup d'occasions. On a peu subi, honnêtement, malgré la qualité de Newcastle. Et on a gagné un grand match. Je suis vraiment très heureux. Très heureux pour les joueurs de manière individuelle, pour Bacola surtout, mais Weah, Pavard, Balerdi, Vermeeren aussi qui a fait un gros match. Højbjerg, Rulli sont toujours à leur niveau, mais c'est vraiment une belle soirée. Allez, encore une réponse de Roberto De Zerbi en direct, sa conférence de presse à Marseille. Donnez votre avis sur la prestation de Daryl Bacola pour sa son avis sur le match de Bacola. Prima volta da titolare stasera. Il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu même en première mi-temps quand il a raté quelques passes.
Sa personnalité m'a plu, son courage, la manière dont il a joué. C'est vrai qu'il a fait quelques erreurs en première mi-temps. Mais les joueurs, vous savez, ce ne sont pas comme les abricots. Les abricots mûrissent s'ils restent sur l'arbre, alors que les joueurs, il faut qu'ils jouent pour pouvoir mûrir. Donc parfois, il faut prendre quelques risques. Et aujourd'hui, prendre un risque, c'était de le faire jouer. Ça a été sa journée, parce qu'il est souvent rentré en cours de match, parce que le Vélodrome, c'est un stade généreux pour les jeunes de son centre de formation. Et ils l'ont aidé ce soir, même dans ses erreurs. J'ai préféré qu'il lui joue par rapport à Angel Gomez, par rapport à son physique. Je savais que Newcastle pouvait arriver avec une pression haute et forte, donc son physique, dans la manière dont il défend le ballon, dans la manière dont il arrive à s'insérer entre lignes, ça pouvait être une arme importante pour nous. Donc j'ai juste demandé de jouer comme il aurait joué au parc avec ses amis, sans pression, sans rien de tout ça, parce que ça ne sert à rien d'avoir la pression. Voilà, il a fait donc tomber Bacola de l'arbre. Oui, la métaphore de l'abricot, si Jean-Louis peut expliquer. Parce que pourquoi Jean-Louis est un spécialiste abricots? Il est spécialisé métaphore, c'est un littéraire. Non, mais c'est un truc italien, non? C'est à toi de le faire, ça. Non, en l'occurrence, la métaphore n'avait rien d'italien. Les abricots, ça pousse plus au bord de la Méditerranée qu'en Picardie, si je puis me permettre. Ouais. Exactement. Non, mais c'était quoi? C'était le fruit mûri et donc. Ah, mais il dit, un footballeur, c'est pas comme un abricot. T'attends pas qu'il tombe de l'arbre. T'es obligé un peu de le lancer, quoi, tu vois. Il aurait pu dire les cerises, il aurait pu dire les pommes. S'il tombe, c'est qu'il aurait pourri. Quand l'abricot il tombe, il est pourri. Tu vas le cueillir. Donc c'est pour ça que je comprends pas la métaphore. Il pourrit une fois qu'il est tombé. Non, mais c'est ce que je t'ai dit quand il est tombé. Donc il faut aller le chercher. Non, mais il a fait mûr, c'est ça qu'il dit. Oui. Il est mûr, tu vas le cueillir. Non, il a. En réalité, elle est pas bonne. Enfin, elle est pas bonne. Elle veut pas dire ce qu'il a voulu dire, sa métaphore. Eric, parce que lui il dit, en réalité, jeune joueur, tu le laisses pas le laisser sur l'arbre. Ça veut dire tu le laisses pas au centre de formation ou chez les jeunes. Tu es obligé de le faire jouer pour qu'il progresse. C'est pas comme les abricots ou les. Voilà, mais ça on comprend ce qu'il veut dire, mais sa métaphore, elle marche à moitié, quoi. Voilà, c'est pas grave d'ailleurs. Bon après, ce soir, la conférence de presse de Zerbi, il a fait un beau match. On attend plus les coachs quand il y a des explications à donner que ce soir quand tout va bien finalement. Donc il se félicite et nous aussi d'ailleurs avec lui. Benoît est là au 32-16, supporter marseillais. Salut Benoît. Oui, bonsoir. Salut bonsoir Benoît. tout le monde. On était sur l'évaluation là. Tu veux parler de quel joueur toi? Moi c'était plus Vermeuren. Bon, Vermeuren, il te plaît quoi? Ouais, il plaît à tout le monde, je crois. Je comprends pas pourquoi il est pas systématiquement dans le 11 en fait. Parce que il va l'être. Pour moi, c'est vraiment le monsieur propre en fait. C'est le seul qui joue vers l'avant. C'est le seul qui il nous a permis de rester en vie en première mi-temps quoi. Je suis d'accord. Mais je ne sais pas si tu es auditeur du Moscato Show, mais ça fait quand même un petit moment maintenant que j'en parle. Alors moi, ce qui m'a agacé, c'est que De Zerbi change souvent d'équipe et il faisait trop tourner à mon goût. Et il y a des joueurs, surtout quand ils viennent d'arriver, et quand ils sont bons, il faut les mettre sur le terrain. Et je comprenais pas pourquoi ce garçon, après ce qu'il avait fait sur les 2-3 premiers matchs, où on avait vu qu'il était au-dessus d'Oreilly, qu'il était au-dessus de Kondogbia a été blessé, qu'il était au-dessus de même d'Heuberg, qui est cette année un peu plus inconstant. Je comprenais pas que, voir Andral Gomez, je comprenais pas pourquoi ce garçon, depuis un mois, n'est pas sur le terrain chaque fois. Parce que d'abord, il te fait du bien, et ensuite, pour lui, pour s'acclimater à l'équipe, et ensuite, un milieu devant la défense, les mecs, c'est pas celui qui fait le plus de courses. Tu le fais pas tourner, ce mec-là. Tu peux le laisser sur un terrain, ce mec-là. Ces joueurs-là, ils peuvent te faire 60 matchs dans une saison. Donc, il faut arrêter de faire tourner. Et là, maintenant, avec les performances qu'il fait, il faut qu'il soit tout le temps sur le terrain. Et lui, c'est prêt avec option d'achat, lui. Hein. Ah ouais? C'est pas mal. L'option d'achat, ça veut dire que tu peux l'acheter. C'est déjà oui. Et c'est quoi le prix? Par Leipzig et c'est un prêt avec option d'achat. Oui, mais c'est quoi le prix? Tu sais, on ne sait pas. Non, ça le prix. Jean-Louis, tu sais pas le prix? Demande à Jean-L'Ouis, c'est lui l'oseille. Ah ouais, l'oseille, c'est toi, je l'ai Jean-Louis. pas. Ah ouais, bon alors.
Mais non, sur le coup, je l'ai pas. On va se renseigner. On peut pas. Je sais, généralement sur ces prêts-là, les mecs-là, ils mettent pas des sommes faramineuses. On va le laisser encore revenir, mais celui-là, il va vite falloir le bloquer. Hein. Benoît, un truc à rajouter ? C'est 20 millions ce qui circule. Ouais, pour moi, quand je vois le rendement de Vermeuren et puis celui de Pachiao, pour moi, Pachiao, on l'a pris 35 millions pour que le mec, soi-disant, il percute. Voilà, c'est un joueur pour éliminer tout ça. Si vous me citez un seul dribble qu'il a réussi, je pense que ce sera le seul. Parce que moi, je l'ai jamais vu réussir un dribble ou quoi. Ok, il est fort dans sa fameuse Thierry Henry, et puis basta, quoi. Bon, après, alors oui, j'ai pas, on va pas. C'est effectivement 20 millions d'euros l'option d'achat. On va pas s'enthousiasmer outre mesure sur ce ce soir, c'est vrai. Mais sur le match de ce soir, vu comment ça se termine, moi j'ai pas envie de trop détacher un joueur en disant il a été moins bon, parce que sur la fin, je pense qu'ils ont montré tous une grande solidarité et que Pachiao notamment a beaucoup défendu. Après, il fait pas un match extraordinaire, il fait pas toujours les mauvais choix, mais il est en tout cas toujours disponible, il se cache pas, il essaye, parfois il se trompe, même un peu trop souvent il se trompe, encore ce soir, mais j'ai pas encore envie de l'enfoncer, Pachiao. Il est en tout cas assez enthousiaste pour essayer des choses, pour participer au jeu. Jean-Louis a rappelé tout à l'heure que ces derniers temps il avait un peu déconné, que certains des joueurs les plus anciens de l'équipe lui ont dit joue comme ça, sois meilleur et tout. Je pense qu'il peut se bonifier, j'ai envie d'y croire en tout cas. Pour te répondre, Eric, Rongier a été vendu 22,5 millions. Bonus là, Vermeuren, c'est bien. Moi, je dis souvent, il y a des joueurs, t'as oublié qu'ils étaient au club. Rongier, j'ai eu du mal à oublier. Quand je vois Vermeuren, c'est bon, il commence à y avoir un peu d'oubli. Dans un instant, Julien Laurence, je passe à autre chose. Qui était au stade, qui nous dira un mot de Newcastle. Et puis, on n'a pas parlé ce soir pour une fois du coaching de De Zerbi. Est-ce que c'est normal ? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite. Il est 23h53, Eric Dimeco est là, Daniel Riolo il est encore en conf, on a raté une triple. Ça se trouve, il y a eu plein d'autres métaphores d'arbres fruitiers, on a tout raté. Oui, Florent Germain est là et il écoute tout. On remercie Jean-Louis qui est resté avec nous jusque tard ce soir. Oui, qu'est-ce qu'il fait 48 heures, il prend 2 jours de vacances là, il part en week-end. Comme il a bossé ce soir, à chaque fois il bosse. Non mais demain il va aller à la plage là, comme il fait beau à Marseille là. Bah voilà. Ah non, il fait pas beau, arrête-toi, je t'attends. Non, il fait moins 12 là, c'est pas possible. Là, il fait froid là. Il fait 2 degrés, ressenti moins 10 avec le vent. Là, le problème c'est que l'humidité, le vent. Il est en récolte d'abricots. On va faire le programme de Jean-Louis, donc on le retrouve dimanche soir après Lyon-Nantes. Voilà. Mais non, samedi, Monaco-PSG. Tu restes dans le sud alors. On le retrouve samedi Monaco-PSG et on le retrouvera pas pour Lyon-Nantes, donc voilà. C'est un main, il a fait Nice, Marseille, Monaco en 10 jours, t'as vu ? Voilà. C'est bien. Enfin bon, il fait moins 2, Gilbert. Je sais pas si je suis si malin que ça. Ah, si tu veux aussi qu'on essaye d'arranger la météo pour tes déplacements. Bon allez, salut Jean-Louis, perdons pas de temps. Bien. Amuse-toi bien, Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Julien est à Marseille, je le précise. Il a quitté l'Angleterre. Il s'est dit lui aussi, tiens, je vais aller dans le sud et tout. Et hop, pas de chance. Julien, j'ai l'impression qu'il va revenir à poil avec ses équipes anglaises cette semaine, non ? Enfin, demain, il va en reprendre une au parc. Julien, c'est qui te l'a annoncé hier à 20h. C'est vrai, tu me l'as dit, Gilbert, tu me l'as dit, tout à fait. Par contre, t'as vu un vrai match de foot avec une vraie ambiance ce soir. C'est pas comme à Londres. C'est vrai, tu peux le dire ça comme ça, effectivement. Mais après, j'ai vu un Newcastle que j'ai l'habitude de voir. Parce qu'on a eu cette discussion avec Manu Petit dans l'avant-match, avec Jean-Louis aussi, où Manu Petit me disait non, mais le championnat, c'est pas parce qu'ils sont nuls à l'extérieur en championnat qu'ils seront nuls à l'extérieur en Ligue des Champions. Je suis désolé, moi aujourd'hui, j'ai vu les mêmes fragilités, mais les mêmes qualités aussi. Pas sur la première période. Quand ils marquent le but, on s'est dit les fragilités, les machins, les trucs, ils ont l'air tellement supérieurs à l'OM à ce moment-là que bon. Non, mais la première période, cette défense à 5, très bien. Le pressing haut, très bien. Le bloc haut, très bien. À Brentford, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, ils mènent 1-0 à la mi-temps, ils en prennent 3 en seconde période. À West Ham, ils mènent 1-0, ils en prennent 3. À Brighton, ils sont à 1 partout, ils en prennent un deuxième. C'est cette équipe-là, à l'extérieur, elle n'arrive pas à garder la même intensité. Elle a des moments très forts, très bien. On l'a vu ce soir en première période. Elle a des moments très, très faibles, mais alors vraiment très faibles. L'erreur de Nick Pope au retour de seconde période de la mi-temps, c'est ça qui les tue en fait. Parce qu'ils ne prennent pas le premier but. Nick Pope, vous savez, en Angleterre, on l'a retrouvé. Il est sur le Prado. Il est allé à la plage là-bas. Il voulait aller au Vieux-Port. Il n'avait pas vu la. Il avait déjà fait ça, ce genre de sortie complètement absurde. Ouais, régulièrement. La saison dernière, rappelez-vous, il est expulsé avant la finale de la Coupe de la Ligue.
parce qu'il fait la même sortie n'importe comment, à Brentford d'ailleurs, je crois que c'était. Là, contre City, il en fait une, il est à 2 doigts de se faire expulser, de laisser Haaland marquer, pardon. Ça, il a aucun jugement de la profondeur de ce genre de ballon-là, parce que là, mais en plus, tu as Thio et Char qui lui disent, tu vois bien, d'ailleurs, la réaction de Char après le but, il lui dit, mais tu fais n'importe quoi, c'est pas possible. À ce niveau-là, c'est incroyable qu'il progresse pas. Et est-ce que vous avez vu ce qu'il fait, Nick Pope, quand il voit qu'il est trop court et qu'il est dépassé? Il y a l'image, je sais pas, Eric, si t'as vu ça? Ah non, il se met à hurler sur Aubameyang, genre, j'essaye de le troubler, de lui faire peur. Il se met à hurler comme un taré, genre, Mais tu sais, je crois qu'il se rend compte. Moi, je crois qu'il se rend compte à la moitié de sa course qu'il a fait une erreur. Mais oui, qu'il est cuit, mais bien sûr. Vas-y, je continue. C'est ça. Là, il se dit, bon, j'ai fait la connerie, je vais au bout. Peut-être que l'autre va la manquer, mais l'autre, il n'a pas manqué. Là, tu passes pour un con quand même. Hein. Ah, complètement. Petit rectif, les 22 millions, c'était Rongier et Merlin. C'était les deux. C'était un paquet cadeau. Voilà. D'accord. Le coaching de Zerbi, les gars, est-ce qu'il faut qu'on en dise un truc sur ça? Parce qu'on a beaucoup critiqué ça ces derniers temps. Rappelez-vous, notamment surtout en Ligue des Champions, d'ailleurs, plus qu'en championnat. Là, ce soir, bon, toujours des changements un peu tardifs, mais finalement, c'est sa marque de fabrique. Il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, mais moi, sauf le coaching, je m'en fous un peu. Je veux dire, déjà, moi, ce que je note, c'est que il a l'air d'avoir opté pour la défense à 4. Il a l'air de trouver des joueurs qui vont jouer, c'est-à-dire qu'on va arrêter ce grand brassage, turnover et tout, là, c'est ce que je réclame, c'est-à-dire qu'on ait des repères. Et au début du match, avant de parler du coaching, de savoir comment il a changé et tout, il a pris un vrai risque, parce qu'on attendait Kondogbia au milieu, non. On attendait Angel Gomez certainement, il n'est pas là. Il fait jouer un gamin de 17 ans qui met dans un 4-2-3-1 en position de 10. Pardon, mais là, il y a un sacré choix quand même. Et ces choix-là, si dans un premier temps, ils ont foutu les jetons, à l'arrivée, c'est payant. Et en plus, il y a le caractère de l'équipe, et ça, Dieu sait qu'il aime en parler. Il veut que ça joue bien, il veut qu'il y ait une empreinte et tout, mais il veut également, parce que c'est très important, surtout dans les matchs de haut niveau, que tu affiches du caractère et que tu ailles à la bagarre quand il faut y aller. Tu l'as eu également sur la fin de match. Écoute, s'il n'est pas satisfait ce soir, je pense qu'on l'a entendu, il est satisfait. Donc après, qu'il réussisse le coaching, changer, bon, à un moment, un joueur est fatigué, il en fait rentrer un autre. Non, mais okay, très bien. Mais là surtout ce qu'il faut noter, c'est que il fait pas de changement justement, parce que et ça me met encore, puisqu'on l'avait critiqué notamment au Sporting. Souvenez-vous, je crois que c'est au Sporting, hein, quand il sort Vermeeren à la mi-temps justement, et il doit sortir Greenwood parce que il y a une expulsion alors qu'il gagne 1-0. Quand tu vois ce que fait Vermeeren depuis un certain temps, tu te dis que ce soir-là, quand on l'a critiqué, il était critiquable parce que ce garçon, s'il était resté sur le terrain, peut-être que tu le perds pas ce match-là. Et là, en perdant 1-0 à la mi-temps, avec la pauvre mi-temps que tu fais, il aurait pu justement faire des changements, parce que il est capable de le faire. Là, il les a pas fait, et c'est pour ça que là ce soir, on est obligé de louer presque ce côté-là, tu vois, que il a gardé la confiance à l'équipe qu'il a émise en début de match, qui a été un peu traumatisée par le début du match, mais qui malgré tout derrière ont relevé petit à petit la tête et a permis de gagner ce match-là. Donc c'est pour ça que bien sûr qu'il faut le signaler que ce soir dans le coaching et dans sa compo et dans ses changements, c'est nickel quoi. Et pour conclure, je précise que Franck McCourt était là et qu'il était vraiment ravi de ce qui s'est passé. Donc tout va bien à l'OM. Eric, merci beaucoup. Ciao les gars, bonne fin de soirée. Ciao. Il est minuit, dans quelques instants on continue avec... la montagne maintenant, Eric. Pardon? La prochaine fois qu'on le voit, c'est à la montagne. Je ne sais pas s'il vient. Exactement. Oui, je viens. Vous me verrez, j'ai une belle canne en ce moment. Je marche avec une jolie canne. Voilà. En attendant d'avoir une hanche toute neuve. Blanche et bleu ciel, la canne? Tu l'as... Non, en bois, joli. Très bien. Allez, ciao les gars. Ciao.